J'attends juste que Nicole nous rejoigne. Et je ne vais pas commencer sans la galeriste qui m'accueille et que je remercie infiniment. D'abord, je vous remercie d'être venu jusqu'à Urtigheim. Et l'exposition a été poursuivie de 15 jours avec Nicole et on s'est dit on va faire ce qu'on appelle un finissage, c'est pas un très joli mot. Et puis pour ce finissage, on a décidé de changer l'accrochage initial. Donc ceux qui étaient venus au début et pendant l'exposition viennent de découvrir une exposition un peu différente. Évidemment, elle parle toujours des 10 années de travail qui sont montrées dans le lieu, dans tous les lieux de la galerie. Et en même temps, c'était le prétexte, vous le savez, à faire une monographie. Et cette monographie, je remercie, il n'est pas là ce soir, il était là hier soir, mais je remercie Daniel Payot pour le magnifique texte qu'il a écrit et sa contribution, et puis au fond pour la connaissance qu'il a de mon travail pictural et théorique dont il s'est servi. Le catalogue lui-même a fait l'objet d'un travail considérable de Christophe Chevalier, qui est présent ce soir et que je remercie aussi infiniment. Christophe a fait un formidable boulot de photographie, de mise en page, de mise en œuvre, c'était extrêmement important. Donc il y avait une raison comme ça. Et je dois dire qu'en commençant, j'ai appelé ça causerie pour ne pas faire trop pompeux. J'ai commencé hier, il y avait déjà pas mal de nos amis qui étaient là. Et ça m'a redonné le goût, d'ailleurs c'est peut-être quelque chose que vous me direz si je ne vous ai pas trop cassé la tête à l'issue de cette rencontre. Je me suis dit ça vaudrait peut-être le coup de poursuivre et d'analyser un peu plus ce qui se passe dans l'art aujourd'hui, évidemment à partir de l'art que je fais, de ma subjectivité, à partir de mes principes théoriques, qui ne sont pas des principes, mais je m'en expliquerai, en tout ça, qui ne sont en tout cas pas des vérités. Et peut-être qu'il faut reconduire ça, parce que je me suis rendu compte hier, et je le vois aujourd'hui dans votre attention, qu'il y a une demande de réflexion, de creusement, d'approfondissement de ce qu'est la peinture, de ce qu'est l'art. Je ne vais pas évidemment seulement évoquer la peinture, je pense évidemment à la musique, je pense évidemment à la poésie, je pense évidemment au théâtre. On ne peut pas parler de tout, mais quand je parle de l'art, c'est évidemment tout ça que je vise. Dans un moment d'ailleurs où il y a des gros changements, et dans la compréhension, et dans la manière dont on envisage cela, et peut-être aussi dans les technologies qui peut-être, mais c'est un débat qu'on peut avoir, nous abreuvent un peu trop de ce qu'elle serait censée résoudre. Alors, aujourd'hui je vais appeler ça commentaire du dimanche, parce que j'avais commencé mes commentaires hier, mais j'avais commencé hier par interroger le fait même de parler de la peinture. Et je veux y revenir. Parce qu'évidemment, quand on intervient comme ça, avec beaucoup d'improvisation, on ne dit pas tout. Donc, hier, j'interrogeais le fait même que je prenne la parole sur la peinture et sur ma peinture. Qu'est-ce que ça signifie? Je veux dire que si je peins, je vais vous le dire comme ça pour commencer, c'est peut-être que quelque chose d'indicible, c'est-à-dire qui est justement pas dicible, qu'on ne peut pas dire, se tient dans la peinture. Et ce qui se tient dans la peinture n'est peut-être pas dans la parole. Vous voyez, je soulève d'emblée ce qui pourrait être un paradoxe. Hier, je l'avais fait à partir d'une phrase de Wittgenstein dans le Tractatus logico-philosophique. Et voilà ce que disait Wittgenstein. Il disait « Ce qui peut être montré ne peut pas être dit. Ce qui peut être montré ne peut pas être dit. » Je veux reprendre cela
pour que vous saisissiez au départ le paradoxe même de la phrase de Wittgenstein, mais aussi le paradoxe de la prise de parole du peintre, et du peintre que je suis. Nous avons pourtant, et ce n'est pas pour m'en excuser, plein d'exemples. Vinci écrivait et parlait sur l'art, plus près de nous Matisse, Paul Klee, et bien d'autres. Et à chaque fois, me semble-t-il, pourquoi le faisait-il? Mais pour découvrir ce qui se cachait dans la peinture. Je suis désolé, mais je vais vraiment vous demander un effort, parce que chaque terme, comme ça, de l'avancée de ma réflexion, ça compte. Je dis bien ce qui se cachait dans la peinture. Donc ce qui se cache dans la musique, ce qui se cache dans l'art en général, dans la sculpture, évidemment. Ce qui se cachait dans la peinture, même qu'il faisait, que tous ces artistes faisaient. Ils faisaient de la peinture et ils n'étaient pas complètement sûrs de savoir ce qu'ils faisaient. C'est ça ce que ça signifie aussi. Ou ce qui se tenait caché pour que nous le dévoilions par la langue, par le discours, par la parole, etc. Mais aussi, peut-être pour essayer de montrer en quoi les processus même de peindre, le peintre a des processus, il met en acte un certain nombre de choses, la matière, les matériaux, etc. Mais que les processus même de peindre étaient intimement liés à la vie en général. Alors ce que j'appelle la vie en général, c'est la vie organique, minérale, souterraine, mentale, etc. Quelque chose, je dirais, de génésique, comme l'observait d'ailleurs Paul Klee. Mais plus encore, quelque chose d'analogique, quand je pense à la réponse du poète René Char, à qui on demandait « Mais, cher René Char, c'est quoi un homme ?» La question, un homme, c'est quoi une femme, hein, évidemment. Je prends homme dans ce sens-là. Et Char avait cette magnifique réponse. Et il dit, vous voyez, par exemple, vous prenez une graine, vous la plantez en terre, et vous avez d'abord une petite tige qui sort de terre. Et puis cette petite tige grandit. Et puis cette tige devient un petit tronc, puis un gros tronc. Et le tronc continue de grandir. Et puis le tronc fait des branches. Et puis les branches, il y en a de plus en plus. Et les branches font des feuilles. Et puis il y a des fruits. Puis il y a des fruits qu'on peut cueillir. Et puis ça recommence chaque année. Et il dit, ben, un arbre, c'est comme un homme. Un homme, c'est comme un arbre. C'est la même chose. Ce qu'il faut comprendre dans le poème de René Char, dans sa réponse de René Char, c'est que rien n'est linéaire. Ça, c'est aussi un des points que je développe depuis plein d'années. Je ne crois pas à la linéarité. Je ne crois pas qu'on aille d'un endroit à un autre. Je crois qu'on grandit son territoire tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à toucher le territoire des autres. Je pense la vie de manière volumique et absolument pas en surface. C'est ça que voulait dire René Char. Et du coup, la parole du peintre que je suis, elle est différente. Je tiens à cette différence de la parole de chaque peintre. Je veux dire par là qu'il faut accepter, et c'est drôlement heureux, c'est heureux ce point-là, que chaque plongée dans l'univers que fait un peintre, j'appelle l'univers ce qui nous entoure, hein, mais aussi le monde qui nous agit, donc chaque plongée que fait le peintre est singulière. Alors, ça pose une sacrée question pour l'époque d'aujourd'hui. Et c'est difficile à saisir parce que cela échappe aux notions traditionnelles de style, de classicisme, de compréhension générale de l'époque. Oui, parce que ce que je veux dire par là, c'est que cette multiplication des singularités de chacun, de chaque artiste, est évidemment l'apport de notre modernité.
de ce qu'on peut appeler notre modernité. Bon, il y aurait tout un truc à développer sur moderne. Moderne, c'est un vieux terme, hein. Pour les historiens, le moderne, c'est le XVIIe siècle. C'est pas 1950. Mais cette multiplication des singularités est sûrement aussi... Tout à l'heure, quelqu'un me demandait s'il y avait quelque chose de politique dans l'art. Ben oui, je crois que c'est sûrement aussi de l'insistance capitaliste sur l'individualisme, sur l'individu. Il y a là un paradoxe. D'un côté, je défends la singularité multiple des artistes, et ce que demande ou fabrique le capitalisme, c'est-à-dire un développement absolu, incongru et terrible de l'individualisme forcené. Mais tout cela témoigne de notre époque, de toute l'époque, et de ses contradictions, bien sûr. Et le peintre doit en tenir compte. S'il n'en tient pas compte, pour moi, il n'est pas totalement peintre. Il doit interroger son rôle de transmetteur de quelque chose que nous pourrions appeler, ça c'est le terme suivant, la liberté. S'il n'interroge pas ça, d'une certaine manière, il n'est pas libre. Je ne vous embêterai pas sur la notion de liberté, elle est bien trop complexe, et je ne veux pas en revenir à des sujets de bac qui sont souvent proposés à nos élèves, à partir, d'ailleurs évidemment, très souvent à partir de la réflexion sartrienne. J'ai évoqué dans ce premier commentaire, tout à l'heure, plus haut, le cachet. Alors cette notion me paraît, il faut que je revienne sur cette notion, elle est importante pour le peintre. Voyez-vous, en superposant des couches de peinture, on pourrait penser que le peintre cache les couches antérieures. Or, il n'en est rien. Aucune couche qui est posée et superposée par une autre ne disparaît. Elle travaille toujours sur la couche supérieure. Il y a les bruissements des couches antérieures, inférieures, qui ne le sont donc pas inférieures, qui continuent de travailler. Je vais donner un exemple géologique. Si vous marchez à la crête d'une montagne, alors évidemment, vous pouvez voir en même temps le ciel. Vous êtes au pied du ciel d'un espace infini. Ça, vous pouvez le mesurer. Mais ce que vous mesurez peut-être pas, dans le même temps, c'est que vous êtes enraciné dans une profondeur géologique. Ce qui est à la crête vient de tout ce qui travaille du plus profond. Et votre promenade, votre déambulation sur la crête des montagnes ne sera complète que si vous avez conscience de cela. Le peintre, pour ces raisons-là, opère en dévoilements successifs. Le cachet, alors, est ce que l'on ne comprend pas encore. Le cachet, d'ailleurs, est ce que Yannick Enel, qui est quelqu'un que je lis beaucoup actuellement, et d'autres, appellent le royaume. Mais il faudrait développer. Je peux y revenir si on a une discussion tout à l'heure. Mais j'étais parti de Wittgenstein. Et je m'interrogeais sur cette empathie que j'avais constamment, et depuis le début de mon travail, c'est-à-dire il y a une cinquantaine d'années, à écrire constamment sur ce travail, à le parler, c'est-à-dire peut-être à le rendre intelligible. Daniel Payot, qui était présent hier, et à qui je dois le titre de mon exposition, Lumière, chaos, couleur. Et c'est drôle d'ailleurs, à la fin de l'expo, Lumière n'avait pas d'S. Permettez que ce soir, je mette un S à Lumière. C'est pas qu'il manquait, mais je trouve avec ce qui s'est passé dans l'exposition, avec ce que je suis en train de vous raconter, la lumière mérite bien un pluriel. Et Daniel, donc présent hier, m'a rappelé que Derrida avait ajouté à la proposition de Wittgenstein la chose suivante. Et ça, c'est magnifique, et ça me réconforte. Je vous rappelle la proposition de Wittgenstein, ce qui peut être montré ne peut pas être dit.
Et Derrida ajoute « mais peut ou doit s'écrire ». Mais peut ou doit s'écrire. Donc c'est toujours une question de dévoilement. Et c'est bien de l'essence même de la peinture, dans le silence des grottes ornées, jusque dans le crépitement des torches, le grattement d'une sorte de fusain de la roche, le souffle de la bouche qui projette le pigment. N'est-ce pas cela? N'est-ce pas très précisément cette manière d'écrire ce qu'on ne sait pas encore montrer? Cette dernière phrase que je viens de prononcer montre bien que la couleur, projetée par le souffle de la bouche, est bien une parole. Je peux revenir là-dessus, hein, si vous voulez. Vous vous souvenez que dans les grottes ornées, au départ, parfois on soufflait le pigment sur la roche. Alors évidemment, les ethno-anthropologues s'interrogent, savoir est-ce qu'on parlait à l'époque? Est-ce qu'on écrivait à l'époque? Est-ce que c'était une écriture? Est-ce que c'était une adresse cultuelle? Est-ce que ça s'adressait à des dieux, à un dieu, etc. On n'en sait rien. Sauf qu'on peut comprendre, en étant dedans la bouche et le pigment projeté, que c'est la parole qui apparaît. Que peut-être dans toute peinture apparaît de la parole. C'est en tout cas une des choses qui pour moi est importante dans mon travail. Il y a donc pour moi une conjugaison de la couleur et de la voix, une coagulation du rythme et de l'empreinte, une affirmation du mot originel, qui naît en même temps que nous le prononçons, dans l'application d'une forme, d'un espace et d'une couleur. Le peintre renouvelle toujours l'origine de la parole dans le silence même de la peinture. Voilà ce que je crois profondément. Ce qui peut être montré peut donc s'écrire parce qu'écrire est l'autre forme du dévoilement et les poètes l'ont compris depuis toujours. Mais, et pour ce premier commentaire, je vais finir sur une question, c'est parce qu'une autre question apparaît. Qu'est-ce qui ne serait pas montrable? Puisque ce qui est montré ne peut pas se dire, mais qu'est-ce qui n'est pas montrable? Quel serait le cachet, honteux peut-être, parfois, qu'on ne saurait montrer, qu'on ne pourrait montrer? Et ce pas montrable est-il dissible? Il me semble bien que ce qui relève du fantasmatique dans l'art relève et ramène toujours ce cachet à la surface. Vous voyez, on est dans l'art toujours dans une procédure géologique. Ça remonte toujours. C'est-à-dire, ça remonte à la profondeur du sens. Bon, c'est un oxymore, mais je trouve que cette idée de quelque chose qui monte et qui est à la surface et qui vient du plus loin, que nous ne savons même pas toucher, c'est quand même une belle image de la quête que nous menons en général en tant qu'humains. Et je pense évidemment à Sade et aux surréalistes, à Lautréamont, qui inaugure quand même une forme de la poésie contemporaine. Vous noterez d'ailleurs que ce nom est incroyable, Lautréamont. L'autre amont. L'autre amont. C'est-à-dire en amont de quelque chose qui serait déjà autre. Ça, je trouve incroyable. Et dans cette décomposition, on a comme toujours un retour au différent et au différé. Et pour revenir d'ailleurs à la philosophie, Lyotard avait fait une assez belle chose. Il avait parlé du différent avec un D et du différent avec un T, pour bien montrer qu'il y a la différence, et il y a aussi le combat qu'on mène pour la différence. Vous voyez, les mots ont aussi cette dimension-là. Commentaire 2. Commentaire 2, je le construis un peu comme ça.
sur fragile et agile. Dans fragile, il y a agile. Hein. Voilà, autre... Et alors, comme je l'ai fait hier, je suis revenu à un texte que j'avais écrit il y a une quinzaine d'années. Et là, j'ai envie de revenir à un texte que j'ai écrit en 2020. 2020, ça devrait vous percuter parce que c'est le moment du confinement. Donc c'est le moment du Covid. C'est pas un moment anodin. Et j'avais écrit ce texte, je vais vous en lire des petits fragments. Ce texte réfléchit à deux notions essentielles pour l'artiste que je suis, et je crois pour tout artiste, la fragilité et la solitude. J'aurais peut-être pas le temps de développer la solitude, j'ai beaucoup parlé de la solitude hier, mais j'y reviendrai. Tout artiste est solitaire, mais fragile et agile. Je revendique ce terme pour l'art. Le fragile m'interroge au plus profond, et peut-être même qu'il participe de notre force, de la force même de l'art qu'on fait, et de notre humilité. Lorsqu'on pense fragile, on entrevoit, je crois chacune d'entre nous, une porcelaine. Rare, je la veux rare. Et elle nous échappe des mains et tombe en 1000 morceaux. La fragilité, alors, nous la déclarons du côté de la porcelaine. Hein, c'est la porcelaine qui est fragile. Tant pis pour elle. Mais nous devrions nous rendre compte que nous avons surtout pris peu d'attention à la conserver, à la tenir délicatement, à la protéger. La fragilité, donc, doit se protéger. Ainsi faudrait-il sûrement protéger notre propre fragilité, cette fêlure à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous aide d'ailleurs à nous rendre davantage conscience du monde qui nous entoure. Et conscient n'est peut-être pas le bon terme, juste une attention plus grande de celle dont on dit qu'elle est exacerbée. Du souci de soi, et de l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, toujours, il y a les termes presque contraires. Et je pense que l'art participe de cela. Ou plutôt, je pense encore davantage que le comment faire l'art, participe de cela. Cette question doit toujours être au cœur de l'art qu'on fait. S'il n'y a pas cette question, peut-être qu'il n'y a pas l'art qu'on fait. Mais je voudrais un peu avancer avec vous sur cette question de fragilité. Aujourd'hui, dans ce moment, le moment c'était aussi le confinement et le Covid, qui dure, que nous vivons, une sorte de pelote se dévide avec infiniment de questions. Une pelote rhizomatique en quelque sorte, et il y a plusieurs questions. Comment avons-nous vécu pour en arriver là, sans toujours faire de référence entre les progrès et les retours, entre les refoulés et les espoirs inconsidérés? Comment allons-nous vivre après? Que faut-il changer? En fait, nous le savons, vous le savez tous, et nous le savions, mais nous disons dans un murmure un peu inaudible, pourrons-nous donc changer? Pouvons-nous changer quelque chose? En aurons-nous la force? Et nos gouvernants, je ne sais pas comment les appeler autrement, oui, nos gouvernants auront-ils le courage de rappeler que la question publique, sanitaire, le prendre soin, vaut davantage que la course à l'argent, que la rentabilité comme dieu du capitalisme? Et je constate que nous n'avons rien changé. Au contraire. La course inexorable
se poursuit. Par contre, je crois que pour l'artiste, et je dis toujours digne de ce nom, tout a changé. Il a incarné en lui-même les débats éco-politiques. Il s'est approché de lui-même pour que le monde entrevu par la peinture ait une sorte d'autonomie qui peut parler aux autres de liberté. Je peux ainsi passer du fragile au libéré. Parce qu'alors l'art que nous faisons ne se tient pas ou plus dans un mode impératif. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression, et je ne voudrais pas que vous ayez cette impression, quand on parle de l'art, quand on montre de l'art, etc., on est dans l'impératif. On est précisément toujours dans le doute, et dans une question de doute, et dans une question de question. J'interroge bien entendu la notion de fragilité parce qu'elle est contradictoire, absolument contradictoire, à ce que le monstre capitaliste produit et du comment il veut qu'on se comporte. Parce que le capitalisme veut ça. L'art a cette possibilité d'y échapper, et cela me permet de dire aussi qu'en aucun cas, l'artiste échappe à l'époque, à son époque. Il est contenu par elle, mais il y a une différence, il la contient aussi. Il contient l'époque comme l'époque le contient. Et s'il met cela en débat, se passe quelque chose dans cet aller et retour qui fait œuvre et monde. Ça, c'était le commentaire que j'avais de ce texte que j'avais écrit, mais j'avais ajouté à ce texte, je vous en relis un petit morceau, après je m'arrêterai sur cette question, mais le monstre fragile. Oui, j'ai parlé du capitalisme comme un monstre, mais il est fragile. Il est de notre invention. Et au fond, parle de notre propre incapacité à fabriquer un être plus proche d'aspirations humaines. Des choses simples, hein, et tellement compliquées et complexes pour la plupart des gens. L'amour, la paix, une sorte de bonheur. On reviendra sur le bonheur, Réa. Tu m'as parlé du bonheur que tu photographiais. C'est important, cette question-là. Cette incapacité que nous avons témoigne aussi de notre fragilité. Mais là, en aucun cas, de notre humilité. J'ai trouvé chez Gilles Boeuf, qui est biologiste et ex-professeur au Collège de France, il parle de notre arrogance, à nous croire les meilleurs, à croire que nous savons mieux que les autres, et il nous parle de notre cupidité. Nous avons vu et voyons ce que cela produit et ce que cela a produit. Cela nous parle de l'impréparation, de l'imprévoyance, de l'imprévisibilité. Les termes ne vont jamais les uns sans les autres. Les monstres sont une création humaine. Ils ont très souvent, d'ailleurs, dans la représentation iconographique, la forme d'un assemblage humain et animal. Il y avait, je me souviens comme ça, chez Gilbert Lascaux, le philosophe, avait fait sa thèse sur le monstre dans l'art occidental. Et il avait imaginé cette hypothèse, c'est-à-dire que, en fait, le monstre est qualifié par nous-mêmes comme une minorité. Nous sommes donc une majorité. Mais cette majorité peut devenir monstrueuse. C'est-à-dire qu'elle peut, à un moment donné, fabriquer en son sein même des monstruosités. Et que donc, ce que nous imaginons fantasmatiquement comme être humain, animal, hybride, n'est que le combat que nous menons tout le temps en nous-mêmes. Alors, appelons ça comme ça, pour le moment, contre le bien et le mal. Contre quelque chose qui serait ontologiquement le bien et le mal. C'est une hypothèse que je vous suggère. Les monstres sont donc une sorte de retour à l'origine, ce que nous sommes comme animal, ce que nous sommes comme humain, ce qui se développera entre raison absolue et animalité originelle qu'on refuse.
toute la bobine de l'origine à aujourd'hui se dévide. Vous noterez d'ailleurs que bobine, c'est aussi la tête qu'on a. Je ne peux pas m'empêcher de penser comme ça. C'est-à-dire, on dit une chose, on sait que c'est une pelote de laine qu'on dévide, mais bobine, c'est aussi le visage qu'on a. Et ce qu'on dévide au cours de sa vie, c'est bien la bobine qu'on a, toujours. Donc, ça montre tous ces tentacules, tout ce que nous avons réussi et raté, toutes les questions précisément d'un impossible retour. J'avais dit aussi, tout à l'heure, j'avais parlé de solitude. Allez, j'en dis un petit mot. Parce que l'art reste pour moi un retrait salutaire. Mais ce retrait de l'artiste se paye au prix de sa solitude. Ce qu'il creuse l'éloigne des autres. Or cet éloignement, il le travaille pour s'approcher de plus en plus des autres. Parce qu'un artiste qui ne montre pas son travail, ça n'a pas de sens. Donc vous voyez, il y a là un paradoxe originel, initial, ontologique, qu'il faut vraiment utiliser. Solitude. Je vous avais dit que mon texte auquel je fais référence était écrit pendant le confinement que nous avons tous vécu. Beaucoup l'ont vécu difficilement. On en a parlé, on a échangé. Mais je dois vous avouer que pour moi-même, ce ne fut pas le cas. L'habitude du retrait, de la nécessité de concentration pour l'acte de peindre, d'écrire, a justement rencontré à ce moment-là une possibilité de s'extraire encore davantage de ce que j'appelle le bruit. Le bruit du monde, bien sûr. Pas le bruit des autres. Vous savez, cette belle formule d'Aragon. Pas le bruit des autres, mais le bruit du monde. C'est-à-dire la noise. C'est-à-dire ce terme d'origine. Bien sûr, il y a l'autre versant de la solitude qui veut que l'approfondissement que nous avons des choses de l'art, donc des choses du monde, nous isole. Souvent, nous met face à une incompréhension. Mais cela pose une question connexe et complexe. Sommes-nous responsables de cette solitude au sens que nous n'avons pas envisagé totalement, et je crois que c'est important, la réception de ce que nous faisons, de ce que nous faisons comme artistes. Sûrement. Sûrement. Et c'est bien une prise de parole, comme je le fais aujourd'hui, qui essaye d'enrayer cela. Sortir de la solitude, c'est engager le dialogue. Et la fragilité, c'est précisément de le voir, ce dialogue, à tout moment, à chaque instant. J'avais écrit il y a très longtemps un petit livre qui s'appelait « L'éternité ne dure qu'un instant ». Il y a donc une fragilité double. Il y a celle d'un monde dont nous ne voulons pas, que nous ne voulons plus, mais il persiste une fragilité qui est tout le temps réparée pour perdurer et qui nous amoindrit. Alors que nous voulons toujours nous agrandir. Et puis, bon, je peux continuer comme ça, pendant une heure, mais je vais arrêter sur ce point-là. Mais je voudrais finir par cette phrase de Pascal que vous connaissez tous et qui doit vraiment nous agiter mentalement. Quand Pascal dit « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Ben peut-être est-ce une autre manière d'aborder le fragile. Je vous casse un peu la tête. Allez, je passe à mon commentaire 3. Je me suis demandé ce matin si ça ne vaudrait pas le coup de parler un peu de la spécialisation. Oui, ça va vous paraître bizarre ce terme. Est-ce qu'un artiste est spécialisé? Vous voyez, il fait de la peinture,
Le sculpteur fait de la sculpture, le cinéaste fait du cinéma, voilà, etc., etc. Le banquier fait de la banque, le boulanger fait du pain, etc. Si on considère que chacun est spécialisé, comment voulez-vous qu'il rencontre l'autre? C'est une première question que je lance comme ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas, parce que le boulanger qui fait son pain, nécessairement, il le fait dans un contexte qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Il va le partager, il va le fabriquer, il va chercher de la farine, il va chez le paysan, il a un rapport à la terre, il a un rapport au feu, il a un rapport au modelage, au modelé, etc. Les artistes, c'est là où je veux en venir, ne sont pas des spécialistes. La spécialisation doit être considérée comme un des éléments problématiques de la peinture contemporaine. La spécialisation conduit souvent, et je suis gentil, à la vérité dite imparable. Je veux dire que la spécialisation est inutile, ce serait une grossière erreur, elle ne peut en aucun cas régir le monde. Le débat contradictoire que vous voyez à la télé, dans les infos, etc., entre spécialistes, est peut-être une chance, mais montre très certainement la fragilité des constructions théoriques et est une chance pour le théorique allié au réel quand on l'observe, c'est-à-dire au senti, au sensible, c'est-à-dire à un point très différent de celui de la spécialisation. Les artistes ne sont pas des spécialistes, et c'est leur fragilité, et c'est leur chance. C'est, à mon avis, précisément de ce surplomb qu'ils peuvent et qu'ils inventent et qu'ils doivent apporter au monde un face au monde, c'est-à-dire un monde différent. Les artistes n'oublient ni le hasard, ni l'imaginaire, ni l'inconscient, ni la réalité. Les artistes n'oublient rien, et c'est leur fragilité. Ou plutôt, au moment de la création, ils oublient tout pour se concentrer davantage et absolument et intensément. Pour un lâcher-prise nécessaire, ils oublient tout pour augmenter leur mémoire. Christian d'Autremont, qui est un poète, qui est l'inventeur de Cobra avec Joseph Noiret en 1949. Vous vous souvenez de ce mouvement extrêmement important? Cobra, c'était Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, la réunion de ces trois lieux. Christian d'Autremont avait écrit un texte en 1950 pour un des numéros de Cobra sur l'antispécialisme dans la grande effervescence de Cobra. Et qu'est-ce qu'il demandait à ses compagnons? Il demandait un truc assez formidable. Il dit, bon, maintenant, il faut arrêter de déconner. Il ne disait pas déconner, d'Autremont. Et il dit, ce qu'il faudrait, c'est que le cinéaste fasse de la peinture. Que le peintre fasse des poèmes, que le poète fasse du cinéma, et que le cinéaste fasse de la musique, c'est-à-dire l'anti-spécialisation. Et Cobra le met en acte. Cobra, évidemment, s'est battu contre les dictates, contre les doctrines, contre le marxisme. Ils avaient d'ailleurs cette formidable formule, je ne sais pas si vous vous souvenez de Fougeron. Quelqu'un, ça vous dit quelque chose, Fougeron? Fougeron, c'était le peintre des années 50, le peintre du Parti communiste français. Donc c'était un peintre réel socialiste. Il croyait dur comme fer. Il ne mérite d'ailleurs pas l'opprobre qu'il suscite aujourd'hui. Ça, c'est, je ne me mets pas dans cette foulée-là. Mais ils avaient inventé une formule, les Cobras, à propos de Fougeron, qui disait « forcer comme Fougeron ». Forcer comme, pas forger, comme un forgeron, mais forcer comme Fougeron. Et je crois que cette demande de
déspécialisation est à méditer dans une époque où tant de personnes détiennent une vérité qu'il faudrait appliquer, juste appliquer, pour résoudre la totalité de nos problèmes, même artistiques. Nos problèmes sont réels, nos problèmes sont métaphysiques, nos problèmes sont sociaux, sont maladifs, sont fabriqués, sont la conséquence de dysfonctionnements absolus, l'égalité n'existe pas, la liberté illusoire. Reste la fraternité, c'est-à-dire le souci des uns et des autres pour les uns et les autres. La fraternité, ou la sororité, bien entendu, est fragile, est à reconstruire continuellement. Fragile est l'artiste fraternel parce qu'il est au travail. L'artiste est absorbé par la complexité du monde, par les milliers de réseaux, de situations qui se sont tissées et qui sont tissées dans le monde. Il pourrait être perdu, comme chacun de nous peut être perdu. Il ne comprend évidemment pas toute la complexité. Mais parfois, il a cette capacité simple à être à un endroit, un seul endroit, de l'inextricable filet où personne encore n'est allé. Le croit-il, bien sûr. Mais de ce lieu, parfois de ce non-lieu, il peut saisir et faire partager une circonstance, une possibilité, une utopie, pas encore sur la table. Je voudrais juste évoquer l'idée d'un filet. Je crois que toute œuvre d'art, quelle qu'elle soit, de théâtre, de musique, de sculpture, de peinture, d'écriture, de poésie, est un filet. Si l'artiste n'a pas en tête qu'il est en train de broder, de fabriquer un filet, c'est-à-dire un filet, il y a des mailles, et il y a des trous dans les mailles. Il y a la possibilité de passer la tête à travers les mailles. La tête peut passer à travers les mailles. Pour pouvoir lire une œuvre, il faut que vous puissiez passer votre tête, c'est-à-dire votre intelligence. Intelligence, ça veut dire aussi dialogue. Hein. Votre tête doit pouvoir passer dans la peinture ou dans la musique, etc., pour pouvoir la saisir. S'il n'y a pas ce filet, ça ne marche pas. Si c'est un mur opaque, ça ne marche pas. Nicolas de Staël avait une belle phrase pour dire ça. Il disait « La toile est un mur, mais tous les oiseaux du monde y volent librement. » 1950. Il avait parfaitement compris. Voilà, ça c'est sur fragilité, sur maille d'un filet, sur l'irruption des flux inconnus, sur le petit qui enraye le gros qui mange. Hein. Évidemment, l'art n'est pas le seul lieu où l'on peut déplacer l'implacable ordre du monde. Le combat politique, social, etc. le permettent aussi. Les leviers sont nombreux et différents, mais l'allégeance de l'artiste au système général est souvent moindre. Peut-être est-ce le cas pour la majorité des artistes. Et alors, il peut évoquer et dire ce qu'on n'évoque plus, ce qu'on ne dit plus. Liberté qui n'est pas une arrogance, liberté fragile certes, mais salutaire. Un pas de côté qui pourrait éviter la catastrophe, un jeu affirmé, fragile, de sa solitude, au plus près de l'essentiel redécouvert. Allez, j'y vais de mon commentaire 4 de ce dimanche. En rentrant hier soir, j'avais un mail du poète Pierre Maubé, que je tiens pour un des grands poètes français actuels, et qui me notait juste, il m'a juste envoyé un message avec cette phrase. J'ai envie de la partager avec vous et d'en faire un commentaire. Voilà ce qu'il dit, et ça colle bien dans tout ce que je raconte depuis 2 jours. Observer, séparer, voir comment les formes, les surfaces s'élèvent. Observer, séparer, voir comment les formes, les surfaces s'élèvent. Il met entre parenthèses
sous le poids de la pluie, de la lumière, de l'intimité de soi. Fin de citation. Chaque chose, chaque objet, chaque événement, chaque situation observée par le peintre doit être simultanément séparée et reliée. Je dis bien séparée et reliée. Parce que c'est cela qui fait lien véritable. C'est-à-dire de considérer l'épars et le coagulé, le dedans et le dehors. Cette manière de faire monde, j'ai toujours cette manière de m'exprimer, de faire monde, est celle de l'artiste. En fait, elle se face à face au monde du réel qu'on nous oppose tout le temps. Et c'est sa seule possibilité de signaler le monde intérieur et extérieur dans le même temps. Et donc, de vous le faire partager. C'est pour cela que l'art se partage avec tous. Si ce n'était pas le cas, je ne peux que penser à cette tautologie fabuleuse d'Ad Reinhardt, qui est un des peintres de la grande peinture américaine des années 50, qui avait cette tautologie quand il nous dit « ce qui n'est pas l'art n'est pas l'art ». Ce qui n'est pas l'art n'est pas l'art. En fait, la proposition totale que faisait Ad Reinhardt à l'époque, c'était la seule chose à dire sur l'art est que c'est une chose. L'art est l'art en tant qu'art, et toute autre chose est toute autre chose. Oui, alors c'est évidemment une tautologie. L'art en tant qu'art n'est rien d'autre que de l'art. L'art n'est pas ce qui n'est pas de l'art. Alors bien entendu, cette postulation se situe dans le contexte de l'art contemporain des années 60, qui cherche à se séparer d'une saisie dans l'art de trop d'émotions, de postulation intérieure, voire même de l'auteur. Vous connaissez cette position. On était à cette époque-là dans ce qu'on appelait la désautorisation. Ben, vous voyez, avec 60 ans de recul, c'est une posture absolument absurde. Mais en même temps, elle a été salutaire et nécessaire, en tant qu'argument théorique. Et cet argument théorique était devenu théologique. Et c'est dans son sens théologique qu'il a fallu que nous le combattions. Mais il était nécessaire pour comprendre où nous pouvions mener notre combat. Pour revenir à la phrase vous voyez, où me conduit la phrase de Pierre Maubé, il faut évoquer comment les surfaces s'élèvent. Hein, c'est ce qu'il nous dit. Observer, séparer, voir comment les formes, les surfaces s'élèvent. C'est-à-dire, nous élèvent. En fait, il parle pour nous, de nous. Nous rendent à la grandeur. C'est dit par le poète comme dans un oxymore, sous le poids de la pluie, de la lumière, de l'intimité de soi. Sous le poids, c'est-à-dire encore que ces réalités quotidiennes nécessitent une transcendance en soi-même, voire une élévation de cœur et d'âme du côté de chaque regardeur. J'ajoute, bon là c'est le peintre qui parle, le peintre est le premier regardeur. C'est-à-dire s'il ne regarde pas et il n'est pas interrogé par ce qu'il fait, il n'est pas encore dans la peinture. En peinture, cela signifie qu'il faut poser sur la toile chaque élément séparément, mais les relier, les superposer, les entremêler à chaque instant. Ça, c'est peut-être un peu absurde de le dire comme ça, c'est un paradoxe, mais vous voyez, il faut tout poser, vraiment, sur la table, mais il faut tout relier en même temps. Et alors, je vais donner un exemple. Vous voyez, ma table, c'est déjà un chantier comme ça. Il y a un ordre, hein, il y a une organisation sur ma table. Si je prends ce livre et je le mets là, qu'est-ce qui a changé? Tout. Tout a changé. Aucun des rapports qui existaient avant est le même. Un élément est bougé, tous les éléments sont dans une autre relation.
Mais quand on crée, quand on peint, quand on écrit, c'est toujours ce qu'on fait. Tout le temps. C'est peut-être pour ça que c'est extrêmement fatigant. Alors, est-ce que je continue ou vous me dites hein? Le commentaire 5, je voudrais que ce soit sur souffle. Hier, par exemple, j'avais commenté une phrase d'Henri Michaud que je vais vous dire, et puis je me suis rendu compte en rentrant que j'avais totalement oublié de parler du souffle, c'est-à-dire de l'essentiel. La phrase de Michaud, c'est la suivante. Michaud, c'est un grand peintre et c'est un grand poète, bien sûr. Et il dit, c'est le rythme qui fait tout. S'il y a une interruption de quelques secondes, tout est perdu. Je vous la redonne. C'est le rythme qui fait tout. S'il y a une interruption de quelques secondes, tout est perdu. Bon, hier, j'avais parlé des blancs, des virgules, j'avais parlé de la musique, j'avais parlé de... Évidemment que tous les silences qui sont dans les bruits construits sont nécessaires, hein, que ça fait partie de ce rythme. Mais j'avais omis de parler du souffle. Donc il faut que je vous dise qu'il n'y a pas de rythme sans souffle. Ça n'existe pas. J'avais parlé hier d'inspiration et d'expiration. Il faut que j'ajoute aujourd'hui insuffler, mais aussi être essoufflé. Essoufflé. L'effort de peindre, l'effort d'écrire, l'effort de sculpter se tient dans ces termes-là. Bien entendu, entre silence et accentuation des mots et des notes. Alors quelqu'un qui avait bien saisi ça, c'est Kandinsky. Kandinsky, les années 1911-1915. C'est pas rien, plus de 100 ans. Il avait, Kandinsky, une sensation, c'était sûrement pas le seul hein, dans la vie des humains, mais il avait une sensation de couleur en entendant un son. De la même manière qu'on pourrait avoir une sensation de son en entendant une couleur. Vous voyez comment je le dis? Je dis bien entendant. C'est le cas particulier qu'on appelle, dans la synesthésie, qu'on appelle synopsie. Il y a un spécialiste du grec qui va nous faire l'origine du mot synesthésie, hein, syn avec, je vais le faire quand même, aesthésie, sensation. Il y a là donc une interaction des sens, une sorte de migration d'un sens vers un autre. C'est précisément, et dans mon exposition, ce que je travaille dans la plupart de mes peintures depuis toujours. Il y a un souffle musical, il y a un rythme poétique, et je montre d'ailleurs une pièce dans les écuries qui s'appelle Migration, où je montre pas d'une manière didactique, il ne faut jamais que la peinture soit didactique, mais où poser une couleur, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Voilà, j'ai imaginé 4 parties. Je prends la première couleur posée, je la pose sur la deuxième posée. La deuxième posée, je la pose sur la troisième posée, etc. Puis je continue pendant un mois. Et je veux dire, tout ce qui est en dessous, tout ce qui a migré, continue d'apparaître, c'est-à-dire d'être présent. L'apparition, c'est la présence constante, qui ne s'arrête pas. Le souffle d'un vent, il est fort, tonitruant, parfois c'est une brise légère. Le souffle est évidemment déjà de la musique, ou peut-être qu'on pourrait dire que la musique s'y tient tout entière, elle se tient dans le souffle, et on peut même faire l'hypothèse que la couleur est un son transporté vers notre regard, toujours vers notre regard. J'ai dit tout au début, je ne l'oublie pas, que je vous avais dit que peut-être que la bouche du premier homme qui met de la couleur sur une paroi d'une grotte ornée invente la parole, invente le premier mot, et il le fait par la couleur, et il le fait par la peinture. C'est évidemment qu'une hypothèse, mais j'ai droit aux hypothèses. Et alors je vais encore traiter 2 choses, parce que peut-être que vous m'en voudriez si je ne parle pas de choses que
que je n'ai pas traité hier, mais chez moi, il y a des termes qui sont toujours constants. C'est plier, froisser, et j'ajoute chiffonner, mot que je dois à Christophe Chevalier, celui qui a conçu ma monographie. Donc, plier, froisser, chiffonner. C'est marrant d'ailleurs, parce que parfois on est froissé par une chose. Vous savez, hein, vous dites un truc, et je suis froissé. Vous voyez comment les mots jouent. Je suis chiffonné. Ça va pas très bien, là, aujourd'hui. Je suis pas bon. Voilà. Et plier, quand j'en ai plein le dos, je suis plié en deux. Et pourtant, c'est des pratiques que j'ai dans mon travail, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le pli, le froisser, le chiffonner sont des procédures pour peindre. Ce qui est soi-même froissé, c'est une procédure pour peindre ce qui est soi-même toujours froissé. Vous voyez, je voudrais vous faire comprendre que quand on froisse, c'est que parce que ça a déjà été froissé, c'était déjà là, froissé. Et que ça pourrait servir à peindre d'autres supports, sûrement par imprégnation totalement. Alors, je vais juste, c'est la seule fois où je vais me lever, mais vous voyez ça c'est un diptyque récent. Ça fait partie de ça, ça fait partie de ça, ça fait partie de ça. Ça m'a servi à peindre ça. C'est pas une empreinte. C'est un dépôt sur la peinture. Ça n'est pas non plus illusionniste. Je m'en explique. On pourrait dire, ouais, ça, Germain, tu nous montres un froissé, tu représentes un froissé. Non, 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 non. Je froisse le froissé sur la peinture. La peinture froisse avec moi en même temps. Il n'y a pas il n'y a pas de seconde représentation. Le froissé est là directement, de la manière dont je travaille. Et même si vous pouvez y voir un drapé, et je dirais volontiers que ça fonctionne comme ce qu'il faut, c'est-à-dire comme ce qu'on appelle une image paréidolique. Vous connaissez ce terme, une image paréidolique? En fait, la pareidolie, ça veut dire paré, ça veut dire à côté, et eidolon, c'est diminutif d'eidos, c'est-à-dire de l'apparence et de la forme. C'est une sorte d'illusion d'optique qui consiste toujours à associer un stimulus visuel. Vous voyez une chose, informe et ambiguë, et vous dites, tiens, ça me fait penser à une feuille morte, tiens, ça me fait penser à une table, tiens, ça me fait penser à autre chose. Et Vinci, par exemple, avait très bien compris ça quand il dit aux peintres, aux jeunes peintres, à ceux qui voudraient faire de la peinture, si tu n'es pas capable de voir dans un mur moussu, un palimpseste, une bataille, ou des hommes hurlants, etc., c'est pas la peine de faire de la peinture. C'est-à-dire cette capacité, alors, du côté, si ça prenait une accentuation dans la vie courante, nous serions du côté de la psychanalyse ou du psychologique ou du danger évidemment mental. Mais nous fonctionnons tous comme ça. Nous avons tous ce genre d'image. Vous dire, voilà le filet dont je parlais tout à l'heure, voilà la tête que vous pouvez passer dans ma peinture en me disant, ouais mais Germain là, il peint un drapé baroque. Un drapé de l'époque baroque. Eh bien pourquoi pas? Si ce moment baroque vous permet de happer ce qui se passe dans ma peinture, c'est le premier acte du filet complet de l'acte de peindre. Ce n'est donc pas une représentation illusionniste, comme on le trouve dans la peinture baroque, par exemple chez Pierre de Cortone. Hein. Vous l'avez bien aussi dans la Pietà sculptée de Michel-Ange, il y a du drapé. Mais, vous voyez, chez Michel-Ange, la sculpture est drôlement intéressante dans ce sens-là. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Vous pouvez la toucher, elle a la forme. Ça représente peut-être un drapé, mais c'est un drapé en lui-même. C'est le drapé de la pierre. Or, la pierre ne peut pas se draper toute seule. Il est impossible à la pierre d'avoir ce plissement. Il lui faut donc le travail de l'artiste. Il y avait, je ne sais pas qui posait cette question,
Vous savez, vous avez un bloc de marbre, et vous taillez un mouton. J'ai plus en tête qui avait dit cette image, mais elle est très belle. Et il en sort un mouton du bloc de pierre. Et quelqu'un dit, comment tu savais qu'il y avait un mouton dans le bloc de pierre? C'est magnifique. C'est magnifique. Donc on est bien dans ces croisements. Voilà le filet que j'évoquais tout à l'heure. Donc peut-être que cette mémoire qui agit en moi me fait constamment revenir à ces froissés que je pratique. On m'a aussi par exemple parlé pour ma peinture de Simon Antaille. Alors ça, je veux dire, tous les regardeurs ou tous les poètes qui regardent un autre poète, ils disent « Ah, ça me fait penser à... Ce que tu fais, ça me fait penser à... » Il y a toujours ça. Et la plupart des artistes, ils se froissent de ça. Mais en fait, non, il ne faut pas. Il faut pas. On peut penser à, mais on peut après dire, c'est pour ça qu'il faut prendre la parole, que c'est pas tout à fait ça. Moi, je ne fais pas ce que fait Simon Antaille. Simon Antaille, il froisse, il trempe, il laisse tremper, après il sort, il déplie. Et il décide que plus rien ne change, que ça reste comme ça. Moi, je froisse, je trempe, je jette de la couleur, je défroisse, mais je ne dis surtout pas, peut-être que c'est juste ça que je vais garder. C'est-à-dire ma procédure de travail continue. Je ne dis pas que c'est mieux, hein. Je dis que c'est différent. Et que cette différence, il faut essayer de la voir. Moi, je froisse, mais je peins le froissé comme je peins toute surface. Dans les deux cas, nous travaillons en aveugle, ou plutôt nous déléguons, Antaille et moi, à la procédure, une partie du travail de la peinture. Alors oui, hasard, je ne vais pas vous faire un commentaire sur le hasard, mais le hasard est une nécessité, en tout cas dans la peinture que je fais, mais cette nécessité, ça veut dire que le hasard, c'est ce que je reconnais. C'est-à-dire quand quelque chose s'est passé, de toute façon c'est très simple, vous prenez deux couleurs liquides, vous les mettez côte à côte, elles vont s'aimanter, elles vont se mélanger. Personne n'est capable de dire comment elles vont se mélanger. Il suffit de l'observer. Quand tout est figé, vous pouvez décider, comme peintre, ça me convient, ou ça ne me convient pas. Moi, je décide que ça ne me convient pas si c'est figé. Mais si la peinture fixée ou séchée est en mouvement, là, ça me convient. C'est bien là que ça se passe profondément. Alors, et puis dernière chose, et après je discute avec vous si vous voulez, c'est lumière. Évidemment, il faut que je parle de lumière. C'est vraiment ce qui agit. J'ai dit tout à l'heure au début que j'aimerais bien qu'on garde dans mon titre un S à lumière. Parce que c'est des lumières. Et dans la perspective de mes deux présentations hier soir et ce soir, j'ai retrouvé un texte de 1980, il y a 45 ans, d'une action. On appelait ça une performance à l'époque. C'était une performance picturale que j'avais faite dans le local du groupe Attitude, qui était rue des Sœurs à Strasbourg. J'en profite pour vous dire une chose. Le groupe Attitude est le premier groupe, en tout cas dans le Grand Est, à avoir géré un lieu artistique pour l'art contemporain, dit l'art contemporain à l'époque. Le groupe Attitude, la plupart l'ont oublié, est très certainement, en tout cas c'est la thèse que je défends, à l'origine du fait qu'il y ait un musée d'art contemporain à Strasbourg. Évidemment, tout le monde l'a oublié. Nous étions une vingtaine d'artistes qui sont passés par ce groupe, et ensuite par le groupe du Faisan, puis il y avait d'autres groupes qui se sont associés à ça. Nous avons lutté pour ça. Aucun conservateur des musées d'aujourd'hui ne sait cette histoire. Et je suis aujourd'hui bien décidé à la raconter dans les mois qui viennent, parce qu'il faut rétablir. C'est-à-dire que ça me permet aussi de vous dire que je suis un des tenants d'une histoire autre que celle qu'on nous raconte tout le temps. Vous savez, on nous raconte une histoire de la peinture, une histoire de l'art, une histoire du monde, qui est toujours celle des grands événements. Il y a des histoires souterraines qui ont porté ces grands événements.
ces histoires souterraines, il faut les religifier, il faut les rappeler, il faut les montrer. Sinon, on ne peut pas comprendre l'histoire qu'on vous raconte. Mais c'est une parenthèse, je le développerai dans les mois qui viennent. Alors j'ai retrouvé dans mes notes de travail, et curieusement plusieurs textes écrits par mes amis de l'époque. Je peux en évoquer quelques-uns. Il y avait Georges Rixin, il y avait Philippe Charolin, que vous connaissiez bien, qui est décédé, que Nicole Luc d'ailleurs a exposé à l'époque, et Didier Guth. Il y avait Tony Langen, qui est décédé, et Georges Acker, qui avait écrit à l'époque sur ce travail que j'avais fait, qui s'appelait Verrières. Et vous dire aussi que c'était quand même la fin des années 70, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans, 45 ans. Et à l'époque, les peintres qui ont pris la parole, les peintres qui ont commencé à écrire, qui ont théorisé aussi ce qu'ils faisaient, c'était une nécessité dans un moment où rien n'existait comme lieu d'exposition pour les artistes de l'époque. Quand je dis rien n'existait, il faut que vous en ayez conscience. Les premiers fracs apparaissent, le premier apparaît en 80. Et ensuite, c'est Jack Lang qui défend ça. Mais c'est des lieux d'achat ponctuels pour aider à ce moment-là la création. Mais tous les groupes qui se fondent en France dans les années 70 ont cette perspective d'ouvrir une fenêtre, une possibilité que l'art contemporain existe. Attitude était le premier lieu, il était rue des Sœurs, et il a été actif pendant 4-5 ans, le Faisan a été actif plus longtemps, une vingtaine d'années. Et Christian Brica, d'ailleurs, qui est dans la salle, a fait partie de Attitude et du groupe du Faisan. Alors, j'ai retrouvé dans mes notes de l'époque, alors il faut quand même que je vous dise le procédé, parce que, vous voyez, 40 ans ou 50 ans après, on peint des choses, on parle de la lumière, etc. Puis on se rend compte que quand on était dans l'enfance de son art, on avait déjà pratiquement tout en soi. On avait ça dans la paume de sa main, on le travaillait, on ne le comprenait pas très bien, on était encore assez naïf, mais déjà c'était là, complètement là. Donc, pas linéarité, mais une épaisseur, vraiment un volume. Il y avait une verrière dans ce local, et j'avais décidé d'y installer des calques. Cette verrière avait curieusement, vous savez, des espèces de vitraux, mais pas des vitraux qui étaient cuits, mais qui étaient peints. On peignait des vitraux comme ça, c'était une grisaille, il y avait des trucs verts, il y avait des arabesques, etc. Et donc j'avais reporté tout ce qui était sur la verrière dans des moments de la journée différents. Donc je peignais des calques à des moments un peu comme ce qu'a fait Monet devant la cathédrale de Rouen. Et en même temps, je revenais la nuit. Et j'avais une lumière un peu nocturne, donc j'avais des calques au sol et je regardais comment les rayons de la lumière, voire les rayons du soleil très tôt le matin faisaient ça. Ça a duré 1 mois. Et donc j'ai fait énormément de peintures très différentes et j'ai accroché tout ça au mur. Et en fait, au fond, la verrière, qui elle n'a pas bougé, a rempli l'espace de sa propre lumière, ou de ses propres lumières, puisque la lumière est mouvante tout au long du jour. Et j'avais écrit à ce moment-là, calque irisé, un rouge qui nous vient d'ailleurs que la lumière. Calque irisé, un rouge qui nous vient d'ailleurs que la lumière. Et puis je m'étais accompagné d'un poème de Charles Baudelaire, les petits poèmes en prose, ou Spleen de Paris. Je vous en lis le début, vous pouvez comprendre. Celui qui regarde dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Charles Baudelaire. Alors je mesure aujourd'hui davantage
ce que ce poème a porté pour moi au cours de ces années, dans l'édification aussi de mon travail. Le regard porté est une lumière, une sorte d'éclaircissement qui approfondit et augmente évidemment comme un oxymore l'obscur, le non saisi, le non compris. J'ai repris ce thème de la fenêtre baudelairienne, souvent sans même me souvenir de ce poème, mais ce qui m'avait frappé, c'est que de regarder au-delà de la fenêtre nécessitait que nous envisagions toujours le lieu de l'observation qu'on ne quitte pas. Vous voyez, vous regardez au dehors et vous êtes à un endroit dont vous ne bougez pas. C'est d'ailleurs même dans un dialogue, c'est la même chose. Je vous parle, vous m'écoutez, tout à l'heure vous allez me parler, et c'est la même chose. Nous sommes des fenêtres. Dans mes notes de l'époque, encore, j'avais ça, jour après jour, jour, ajouré, ajourné, avant, après, repris, reprisé, clarifié, détruite, regard, renvoi, hésitation, choix, peindre, à cette condition savoir que l'on peint, le plaisir aussi, restituer des voies parallèles, stratifier des traces. Il me semble que mon projet était déjà là, embryonnaire, hésitant, mais qui cherche plus loin toujours que la représentation, plus loin que la représentation du réel. Au fond, la lumière, à ce moment, s'est sédimentée, trace après trace, dans la mobilité de la peinture, dans l'esprit qu'elle vivifie, engage, à toujours spéculer. C'est une étincelle, la peinture, qui se consume en nous à une vitesse stellaire. Pour finir, j'ai trouvé chez l'écrivaine Han Kang, qui a été prix Nobel de littérature en 2024, les mots suivants. Elle le fait en évoquant la mort et le commencement des étoiles. Je fais une incise. Évoquons-nous jamais autre chose. Les êtres humains ne le ressentent pas. Mais la Terre fait un tour par jour, comme une toupie qui ne s'arrête jamais. À l'équateur, les gens tournent autour de l'axe de la Terre à 460 mètres par seconde. Au même moment, la Terre fait un tour par an autour du Soleil, à la vitesse de 30 km par seconde. Fin de citation. Eh bien, d'une certaine manière, ou d'une réelle manière, ou d'une manière vraie, ma peinture fait l'expérience, cette promenade, pourmenade, une pourmenade, au sens de pour nous mener, dans les galaxies et en nous-mêmes. Elle en fait l'expérience parce qu'à chaque instant de peindre, je touche, subrepticement, un point indemne en nous, une origine. Et je voudrais vous dire aussi que tout peintre, tout poète, tout artiste, il doit à infiniment de gens avant lui. Tout le temps. Tout le temps. Alors, hier j'ai lu un poème assez sombre sur la période actuelle. Aujourd'hui, je voudrais finir par une dédicace à Sophie Tauber et Hans Arp, strasbourgeois, qu'on a bien oublié. Et ça s'appelle « De l'envol dont l'air ne remue pas ». Je pourrais leur dédier mon expo. Je vous le lis et j'arrêterai là-dessus. Nuit encore. La place est brûlée d'un soleil rouge et le brouillard perce la marche. Jean, Hans, Sophie, Théo van Desbourg, évidemment. Dans la nuit silencieuse, décroche quelques verticales, quelques diagonales, avance souriant
décoche l'infini des rêves au sourire des ailes d'un ange. C'est avant la nuit silencieuse du carbone meurtrier, c'est avant de l'envol dont l'air ne remue pas, c'est avant qu'on ne connaisse les fondements d'un nouveau sou, les ors de la cathédrale, les gargouilles démesurément modernistes crachent des géométries de couleurs, les passantes et les passants dansent un temps puis tournent dos à l'aubette, c'est avant le lointain, dans un jazz affluent les virevoltantes danseuses, un temps que le temps vite démonte. Sophie trace, délicate, attentive, une ligne de rêve. Jean creuse la forme. Dans la forme mobile de l'éternité, Théo limite, élémentarise, scande la scansion explosive. Ils sont 3, ils sont 4, ils sont davantage nombreux. Un corps qui se meut du sous-sol à l'étage, qui se trace dans un couloir de lumière, dans une transparence inconnue. Un mot fort dans la couleur pure, dans la ligne épaisse, dans le passage des étages, quitte les voix lyriques et douces et agiles les premières et encore. Un morphisme duel dans le rire d'intelligence d'un escroc griffe, malin. Ruse de la couleur, les murmures des murs démesurés qui tremblent encore sous les pas des danseurs. À les entendre, dans le creux de l'angle vif du basculement, à la fréquence rapide d'un temps que la ville aux marches de l'Est oublie parfois. L'œuvre, il faut le savoir, il faut la voir. Dans le dedans de la bâtisse, 18e siècle, l'enveloppe, la tournoie, la pénètre d'un incroyable silence qui fait le cœur de la naissance, couleur pure ici même, ruissellement de l'intense étreinte. C'est avant dans l'avenir, c'est dans l'avenir de l'avant, c'est encore, où la couleur pointe de sous les plâtres, qu'essuie toute modernité, où la couleur force sous la couleur sa stratifiante beauté, où la couleur revient sous le gypse gratté, où la couleur perce les murs, les trous. Sophie danse avec Jean, la cathédrale n'en revient pas. Hans danse avec Sophie, les danseurs allument leurs pieds de lumière, l'aube guette dans l'air désinvolte, une aile qui passe et repasse. Merci à vous. Mais que ne sont beaucoup, il n'y a pas assez, parce que c'est-à-dire, bon, oui, presque chaque terme de ce qui est un essai, chaque terme mériterait à chaque fois une heure d'analyse et tout. Mais il ne faut pas abuser de son public. Je vous remercie pour votre attention. Jacques, assez fort, hein, si tu veux. Oui, il ne parle jamais assez fort, c'est vrai. Oui, je voudrais revenir sur le mot hasard. Alors c'est un mot arabe, le hasard, qui désigne une petite rose sur un dé. Et lorsque l'on jetait le dé et qu'on tombait sur la petite rose, on avait gagné. Ce qui fait que bien sûr le hasard fait bien les choses. Or, si on parle de hasard, il faut parler de Prométhée, bien sûr. Et pourquoi Prométhée? Parce que Prométhée, il voyait les êtres humains, qui étaient des homo sapiens, qui réfléchissaient, bien sûr, ils réfléchissaient beaucoup, mais ils n'agissaient pas tellement. Ils étaient fragiles simplement, il avait senti Prométhée cette fragilité, cette fracture qu'il y avait dans les êtres humains. Et il s'est dit, je vais quand même leur fournir une possibilité, c'est d'agir, de devenir agile. Parce que celui qui est agile, c'est celui qui va agir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé, Prométhée, de confier aux humains le feu et l'art. Et l'art, c'est quoi? C'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pas ce qui est au mur ici. Ce sont les techniques de la main. Ce sont les techniques de la main. Art, en anglais d'ailleurs, art signifie plutôt technique. En français, pas tellement. Et en grec, pour dire l'art, on dit techné. C'est tout simplement. C'est-à-dire les moyens d'user de ses mains. Avec bien sûr un petit problème quand même. C'est qu'il faut savoir qu'il y a un mot qui désigne le bras, qui est le mot arme en anglais, mais qui désigne également l'arme, ce qui va porter, ce qui va aller vers l'autre, qui va peut-être vous défendre, mais qui va également, l'arme, c'est le même mot, hein, l'arme, arme, et l'arme, le bras, c'est le prolongement du bras à l'arme, mais qui va peut-être aussi effrayer les autres. Donc c'est ça le danger. Or, si je reviens justement à Prométhée, il donne une chance à l'être humain en lui disant, voilà, je te confie un certain nombre de techniques.
tu vas être celui que l'on va voir, tu vas devenir le monstre en fait. Le monstre, c'est celui que l'on va regarder, on va l'examiner ce monstre. Et soit ça va réussir, soit au contraire ça ne va pas réussir. Et ça ne réussit pas, eh bien, il va devenir obscène. L'obscène, c'est celui qu'on ne veut pas montrer, qu'on ne peut pas mettre en scène parce qu'il est devenu monstrueux, justement. Ça, c'était un petit peu une définition de l'art qui était une conséquence, je dirais, du hasard. Pour la synesthésie, parce que j'ai été un peu provoqué, c'est vrai que chez les Grecs, en tout cas, et chez les Romains, on ne considérait pas les arts ou les arts plastiques en y mettant la peinture. Parce qu'on ne pouvait pas tourner autour. En fait, il fallait pouvoir tourner autour d'une œuvre. C'est ça la synesthésie, en fait. Astalmaï, en grec, ça veut dire ressentir. Une œuvre, on devait tourner autour, la toucher, la caresser, la sentir. Et les œuvres principales de la synesthésie, c'était bien sûr le marbre, et c'était le modelage. Tout ce qui était modelé, c'était la terre. Cette terre que l'on devait sentir, et qui à ce moment-là pouvait faire en sorte qu'on avait les mêmes impressions. Un peu comme un bon vin, par exemple, ou comme un bon mets, tout simplement. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, en tout cas, la peinture est considérée comme un art à part entière, alors que cette synesthésie, elle ne se passe pas de la même manière. Et pourquoi peut-être certains ne disent-ils pas, la peinture est un art plus fermé. On parlait de la Pietà. C'est vrai que la Pietà, on est là en admiration, les fameux plis, le Christ qui est mourant, enfin qui est mort plutôt, la Vierge qui le regarde d'une autre manière d'ailleurs, qui a un regard presque amoureux. C'est ça qui est assez particulier dans la Pietà. C'est pas du tout le regard. Elle sourit. Elle sourit, la Pietà. Elle n'est pas en train de pleurer. Hein. Donc, c'est ça, c'est une sorte de provocation, c'est le fameux arme que j'évoquais. C'est une sorte de provocation qu'utilisent l'artiste, justement, pour aller vers le spectateur. Et je crois que c'est Matisse qui disait c'est le spectateur qui fait l'œuvre, qui fait la peinture. C'est le spectateur, en fait, c'est pas seulement l'artiste. L'artiste et le spectateur, à ce moment-là, en tout cas, ça y est, ça a fonctionné, ils sont en synesthésie. Et ça, tu as raison, ça rejoint aussi ce que je dis du filet, c'est-à-dire que s'il n'y a pas du côté du spectateur cette possibilité-là. Mais je voudrais revenir, c'est magnifique la synthèse que tu fais là, je trouve que c'est très très bien. Mais moi je pense depuis très longtemps que, en tout cas dans ma peinture, il y a aussi l'expérience du volume, c'est-à-dire du tactile. C'est-à-dire que c'est pour ça que souvent, soit mes châssis s'épaississent, soit les froissages sont des tissus, comme on peut en avoir quand on froissait les draps avec sa maman, quand elle les pliait, etc. Enfin, tu vois, il y a une espèce de dimension tactile que je revendique. Et j'ai dit d'ailleurs dans l'exposition à ceux qui venaient que tout dans ma peinture peut devenir peinture. C'est-à-dire qu'une branche d'arbre, le pinceau lui-même, la planche qui est posée dans l'atelier qui me sert à ne pas marcher sur la peinture parce que c'est très grand, etc. Tout est en devenir peinture. Donc cette dimension synesthésique, elle est chez moi absolument présente. Elle est aujourd'hui consciente, elle ne l'était pas il y a 30 ans, je ne me rendais pas compte de ça. Mais aujourd'hui c'est une absolue évidence. Et c'est une manière aussi pour répondre à Duchamp, c'est-à-dire que Duchamp se méfiait simplement de l'art comme élément optique. Tu vois, parce que, évidemment, quand on regarde, tout ça, ce sont des phénomènes optiques. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Je veux dire, tu vois du bleu, c'est pas le bleu. Et il faut le comprendre, ça. Il y a une autre chimie qui se passe. Donc, il faut bien que dans l'œuvre, quelque chose d'autre au niveau, qui n'est pas au niveau de la couleur, se produise. Et que le regardeur, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme, mais que le regardeur puisse saisir, comprendre. Prendre, ça ne veut pas dire qu'il va l'expliquer, c'est pas didactique, mais il y a quelque chose d'autre qui se joue. Et je trouve que ce que tu viens de dire, ce que j'ai essayé de dire peut-être un peu longuement, c'est que dans toute rencontre qu'on fait avec une œuvre, quelle qu'elle soit, si tous ces processus-là ne sont pas mis en œuvre, et le dialogue, et le regardeur, et le peintre lui-même, et l'artiste lui-même, mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Il faut donc du vivant pour que le vivant de la peinture le soit.
Ça, c'est quand même... Je réponds un peu de manière biaisée, mais volontairement pour réouvrir le... Il faut biaiser. Pardon. Il faut biaiser. Oui. Biaiser, c'est réfléchir sur deux axes. C'était Sartre qui disait, je crois, Léo Ferré appelait Sartre Poupol, on se fiche de lui, et Sartre disait, heureusement que je louche. Heureusement que je louche. Biaison. Il n'y a pas de paronymie. Est-ce qu'il y a d'autres... Isabelle. Ce que tu as dit sur assez fort pour moi. Ce que tu as dit sur la peinture qui cache, et donc on cherche, on creuse dans la... Là j'ai eu ce tableau constamment sous mes yeux. Au début je me suis dit bon, il y a de la couleur. Là maintenant j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu un visage, j'ai vu du baroque, j'ai vu justement des tentures, j'ai vu deux figures. Enfin, et au fur et à mesure, c'est comme si j'entrais dans la toile et j'en extrayais effectivement ce que peut-être ça cache, mais que moi en tant que regardeuse, j'aime bien en tant que voyeuse aussi, j'ai pu voir. Et j'ai pensé aussi à un autre phénomène de ce que la peinture cache, ce sont les repentirs. Par exemple, Goya, je n'arrive plus à voir deux de ses œuvres depuis que je sais ce qu'il y a dessous grâce aux radiographies. C'est la lutte, c'est une des peintures noires, la lutte au gourdin, deux personnages qui sont enfoncés dans la terre et qui se battent, et au lieu de céder à s'extraire de la terre, ils se battent, donc ils sont condamnés à mourir. Et en fait, au départ, dessous, enfin, les radiographies ont montré que c'était simplement une peinture tout à fait, une scène de la vie quotidienne, une peinture de genre, et que, au vu des événements et de l'installation donc du régime fort de Ferdinand VII et de l'Inquisition et de toutes les persécutions qu'a subi Goya, il a transformé ce qui était une peinture de genre du XVIIIe siècle en une œuvre protestataire, enfin une œuvre qui montre justement la situation de guerre civile de l'Espagne. De la même sorte, il y a un chien, on voit maintenant le tableau, uniquement la tête de chien qui regarde vers un ciel qui est vide. Dieu ne vient pas en aide, il n'y a rien. Mais ce chien, au départ, c'était aussi une scène, simplement un paysage, un chien qui courait derrière un papillon. Et de savoir qu'il y a cet autre tableau sous ce tableau, redonne encore plus de force au sens politique de ces deux tableaux, par exemple. Donc la technique est venue nous apporter d'autres manières de connaître ou d'entrer dans ce que cache un tableau. Ouais. C'est très intéressant ta remarque sur le repentir. Mais le repentir, si tu veux, c'était... Historiquement aussi, il y a un tableau d'ailleurs au musée des Beaux-Arts à Strasbourg, je ne sais plus de quel peintre, Van Meeren, je ne sais plus. Enfin, il y a une colonne, et donc il a peint une colonne, mais derrière la colonne, on voit encore le chien. Il y a un petit chien, c'est un exemple que tu donnes, et il l'a supprimé, mais il est toujours là, si tu veux, parce qu'il y a une petite épaisseur, etc. Mais il y a quelque chose qui a changé avec la peinture contemporaine. Hier soir, j'ai parlé de ce terme contemporain qui ne me plaît pas, mais qui est que toutes les procédures, si d'une certaine manière, le repentir, on l'a supprimé. Enfin, tout un pan de la peinture a supprimé le repentir. Au sens où précisément, à chaque fois, si tu veux, ce qui est fait doit être accepté. Et puis on continue comme ça de superposer. Et donc, il n'y a pas de repentir, d'une certaine manière. Il y a des déplacements, enfin, mais globalement, chez tous les gens qui ont choisi le geste, la couleur, tu vois, enfin, ces principes-là. Et du coup, peut-être que le repentir se tient dans la décision ultime. C'est-à-dire, quand est-ce que ça fonctionne? Tu vois, on a déplacé le repentir jusqu'à savoir à quel moment la peinture qu'on faisait, elle avait sa qualité, sa réalité, j'allais presque dire son objectivité, c'est absurde comme terme, mais quelque chose de ce type. Mais tout ça fait partie de la réflexion sur la peinture, ça, tu as absolument raison. Quand je fais des toiles libres, si tu veux, ce sont des toiles non apprêtées. Je travaille d'ailleurs souvent en aveugle parce qu'il y a des plis, des plissages, des choses comme ça, et je ne peux pas revenir en arrière.
C'est-à-dire que je ne peux pas cacher. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a une imprégnation de la couleur. Je peux continuer, mais il y aura toujours l'imprégnation de la couleur. S'il y a erreur, elle serait toujours là. Et ça c'est une chose avec laquelle il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler. Alors, en sculpture, ça doit sûrement être autre chose. Tu vois, tu as le modelage, tu as l'assemblage, tu as la taille, mais un sculpteur qui taille trop fort, tu vois, dans son bloc de marbre, il ne va pas jeter tout le bloc de marbre, c'est pas sûr. Tu vois, il va y découvrir sûrement autre chose. Et en même temps, il faut qu'il fasse garde de ne jamais taper trop fort. On a des sculpteurs dans la salle. Donc, il y a là des éléments de comparaison à la peinture qui sont, à mon avis, très, très, très fertiles quoi, pour la réflexion. Oui, Patrick, vas-y. Moi, je voudrais revenir sur la notion de c'est celui qui regarde qui fait la peinture. Et cette notion qui a été évoquée du repentir, si on regarde certains, par exemple les Degas, les pastel de Degas, il y a une repasseuse. Cette repasseuse, elle est dessinée, on voit ce que c'est, on voit que c'est le sujet. Et on voit simplement un repentir, c'est-à-dire que le bras, il va être déplacé de 3 cm. Et qu'est-ce que ça dit? Je crois que ça dit que c'est une notion de rapport qui change. Et le peintre, il organise des rapports, et que le regardeur peut rentrer dans ces rapports et vivre quelque chose qui est de l'ordre émotionnel, qui n'a rien à voir avec le sujet, ou une explication, ou rien. C'est juste du visuel. Alors peut-être que c'est un peu court, mais sur la notion de peinture, c'est ce qu'on a. Mais le fait de voir le petit déplacement qu'a fait Degas, il est drôlement intéressant pour nous. Tu vois, c'est-à-dire Degas nous dit quelque chose sur ce déplacement. C'est drôle d'ailleurs ce que dit Patrick, parce que quand on était plus jeune et qu'on faisait du nu, il y avait 2 sortes de profs, enfin, il y en avait plus, mais vous aviez le prof qui passait derrière vous, qui disait c'est faux. Voilà, bon, un truc comme ça, et puis qui disait pas pourquoi c'est faux, et tu regardes mal, enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais et du coup, on était obligé de tout gommer. Et en fait, c'était absurde. Il y avait le 2e prof qui disait tu gommes pas, tu corriges. C'est-à-dire exactement ce que vient de dire Patrick, c'est-à-dire que tu déplaces le mouvement. Parce que, évidemment, si le haut du bras est trop court, on comprend qu'il est trop court. Hein, parce que c'est la même longueur, ça et ça et ça. On commence à comprendre comment ça fonctionne. Là, ça arrive à la hanche, ça n'arrive pas au genou. Je veux dire, donc, si on se déplace juste comme ça, 2 sortes de profs, hein, les bons et les mauvais. Voilà. Et des bons, il n'y en a pas beaucoup. Malheureusement. C'est un peu méchant, ça. Non, allez, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Je suis allée voir l'exposition Matisse, et justement, il y a un nu, plus ou moins nu, allongé, c'est un corps de femme, et il a pris les photos de toutes les étapes de son dessin. Et on voit la transformation du corps. Et quand on était devant ce tableau, j'étais avec une amie, elle me dit « Oh, mais regarde, c'est pas proportionnel, t'as vu ces grosses cuisses ?» Je dis « Oui, mais c'est peut-être intentionnel, parce que moi, je lui donne, je sais pas. » Et après, on a vu simplement comment il a travaillé, il a déformé sans déformer, en donnant d'autres proportions, en jouant avec tout ça. Et Matisse, c'est doublement important, parce que Matisse, en fait, pareil pour l'apprentissage du nu, hein, on disait, même à l'époque de Matisse et avant, c'est-à-dire que beaucoup enseignaient la technique du nu dans une feuille. Il faut que tu mettes ton nu dans une feuille. Et Matisse se rend compte que c'est le modèle qui est important. Donc il dessine, et à un moment donné, il n'a pas de place. Là, la feuille est trop petite. Qu'est-ce qu'il fait, Matisse? Il ne déchire pas, il ajoute un bout de papier. Et il continue son... C'est-à-dire il s'accorde, il accorde au sujet l'importance. Ça, c'est fabuleux comme trouvaille, tu vois. Et ça évacue des enseignements stupides. Vraiment. Je dis ça parce que je suis en train d'écrire un essai sur le dessin. Et parce que je suis vraiment très énervé par la manière dont on a enseigné le dessin, dont on continue de l'enseigner, etc. Et sur cette idée de faux, hein, c'est faux. Quand on dit à quelqu'un qui est un artiste, qui a envie d'être un artiste, c'est faux. Combien, pendant de nombreuses années, j'ai entendu ça d'historiens de l'art, qui disaient « Cézanne ne savait pas dessiner ».
C'est invraisemblable, ce truc. Cézanne ne savait pas dessiner. Tu vois. Cézanne, il dessinait parce que le projet de Cézanne, c'était de faire des Cézannes. Enfin, je veux dire, ce qu'il faut. Sinon, on ne comprend rien au dessin de Cézanne. Et c'est pareil pour Matisse, quoi. Pareil pour Matisse. Il y avait une, pardon, tout de suite. Il y avait une très très belle phrase c'est Delacroix qui avait sorti. Delacroix d'ailleurs, il voulait faire un dictionnaire de la peinture qu'il avait commencé et il disait par exemple, le vrai dessinateur, c'est celui qui voit un type qui enjambe une fenêtre au premier étage et qui va se suicider. C'est de faire le dessin et d'avoir fini le dessin avant qu'il tombe par terre. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Excuse-moi, Sylvain. Non, mais c'est pour rebondir sur ce qui a été dit là, et sur ces différentes strates à travers une même recherche. Matisse avait fait, je crois que c'était Matisse, hein, ces hauts reliefs d'une femme. Oui, oui. En partant d'une figure. Des dessins. Non, d'une figure presque classique dans le modelé, et il a fait à chaque fois des moulages de chaque étape de ces grands bas-reliefs magnifiques, pour arriver à quelque chose de très, très abstrait. Très, très puissant. C'est très, magnifique, très puissant. Magnifique. Et là, on voit cette superposition de recherche à partir d'une même forme, pour arriver à quelque chose non, mais c'est génial. Matisse sculpteur aussi, c'est impressionnant. C'est génial. Absolument. Est-ce que vous avez pu voir, à propos de sculpture, l'expo Josephson au musée de la ville de Paris? Est-ce que quelqu'un a vu cette expo? Est-ce que quelqu'un connaît ce sculpteur Josephson? Alors moi, je suis allé voir ça, je ne connaissais pas. Et je me foutrais des baffes parce que je ne comprends pas que je ne connaissais pas. C'est impressionnant. C'est aussi fort que Giacometti, que Richier, et c'est le nu. Son truc, c'est le nu. Il faut aller le voir. Il n'y a personne. Vous allez voir les surréalistes, tout le monde fait des selfies, vous ne pouvez jamais approcher d'un tableau. Mais allez voir Josephson, parce que c'est renversant de puissance. Je pense à ça à propos de Matisse. Tu vois, il vivait en Suisse. Hein. Il paraît-il, il est très connu en Suisse. Je ne connaissais pas du tout. C'est une découverte absolue. Ben voilà, écoutez... Jeannot, tu veux bien revenir sur le couple séparé, relié. Parce que le second terme, en fait, j'aimerais passer comme le premier. Tu ne peux rien relier s'il n'y a pas déjà une distinction entre des éléments. Est-ce que l'artiste, finalement, n'est pas celui qui d'abord taille dans l'unité, crée des parcelles et ensuite se met à recoudre le monde pour lui redonner une cohérence? Mais tailler d'abord. C'est absolument pas, Arnaud, c'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit. Je crois que c'est la même chose. Je vais revenir dessus, mais je crois que c'est la même chose. Je veux dire, après, j'ai dit aussi que chaque artiste, chaque poète a sa singularité. Hein. C'est-à-dire que peut-être que dans la méthode, il y a une méthode. Tu vois, enfin, je veux dire, tailler dans ce qui est unique, ou ce qui est ou ce qui est un ensemble, est-ce que c'est bien différent que d'assembler les parts? Je veux dire, d'abord, est-ce que les parts existent? Est-ce que l'unique existe? Ben non. À vrai dire, non, quoi. On n'en sait rien. Ça, ce serait ma réponse, mais tu le sais, ça. Tu le sais très bien, parce que c'est ce que tu fais en poésie. Donc, je crois que c'est important, mais c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale. Mais mais ça me fait penser à un truc que je n'ai pas développé, mais ça nous mènerait peut-être trop loin, mais si tu veux, avant quoi? Avant les années 60, pour tout le monde, c'était drôlement aisé de s'en sortir, parce qu'il y avait ce qu'on appelait les styles. Il y avait des époques
Et on rattachait un style. J'ai évoqué le baroque tout à l'heure, mais bon, c'est un exemple. Là, la rocaille, enfin, etc. Et aujourd'hui, évidemment, ça c'est dynamité. C'est dynamité. Il n'y a plus de style. Alors, ça a une conséquence, c'est-à-dire que, est-ce que c'est encore possible, et c'est une des questions que moi je pose, d'avoir un acte critique, c'est-à-dire une possibilité critique, s'il n'y a plus de style. Tu comprends? Parce que, je veux dire, tout critique pourrait fonctionner comme tout artiste. 1000 artistes, 1000 critiques. Donc, pas de style. C'est un drôle de truc, ça. C'est un drôle de truc. Et donc, il faut bien avoir conscience que quand on dynamite, quand on déconstruit toutes les catégories, à un moment donné, il n'y en a plus aucune qui est pertinente. Et moi, je suis quelqu'un qui plaide pour la singularité, mais dans une absolue continuité. C'est-à-dire, je crois à l'histoire, je crois à la manière dont on est relié, mais je crois aussi à la singularité. L'histoire des groupes, l'histoire des théories politiques nous a bien montré que le collectif, il allait à sa perte. Il continue d'y aller, hein, puisqu'il thématise des choses qui sont impossibles, impensables, qui sont sûrement pensables puisqu'il le pense, mais qui sont insupportables. Donc, je veux dire, là on est dans un vrai moment où il faut, je crois, un moment de réflexion pour l'art qui est extrêmement important, où il faut retrouver un endroit où on peut faire corps avec tout le monde. Moi, curieusement, c'est l'ambition que j'ai. Hein. Je ne sais pas si j'y arrive. Il ne faut pas que vous trouviez ça orgueilleux. Je n'ai pas d'orgueil, je crois. Mais j'ai l'ambition de trouver un lieu qui peut rassembler. Et peut-être que ce lieu peut ressembler à ce que chacun en lui-même peut chercher. Quelque chose de comme ça. Et tout à l'heure, je me suis permis de dire, bon maintenant, moi je commence à vieillir, hein, je veux dire, je me pose des questions quand même sur ce vieillissement, au sens où je veux dire, j'ai plus confiance aujourd'hui que j'avais conscience que je pouvais disparaître à 25 ans, ça c'est sûr. Mais là, j'ai plus conscience que ça s'active encore davantage. Et cette question est essentielle pour l'art. Mais oui, elle est essentielle pour ce que nous faisons. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, beaucoup d'artistes qu'on rencontre sont dans le déni absolu de ça. Et tout à l'heure, j'ai lancé comme ça, j'ai dit, mais est-ce que la mort est... J'avais utilisé un autre terme, je ne me souviens plus, vous allez peut-être le retrouver, mais est-ce qu'on parle jamais d'autre chose, hein? Jamais d'autre chose. Et si on arrive à en parler dans ce lieu qui est peut-être indemne en nous, ben peut-être que là, on peut se rapprocher les uns des autres. Et l'art, ça sert aussi à ça. Pas que l'art, sûrement, hein, je veux dire, mais quand même beaucoup. Et moi, je suis à ce point-là, quoi. C'est ça qui m'intéresse depuis des années et des années. Je ne suis pas sûr que ce soit compris, hein. Je veux dire, la solitude que j'évoque aussi, elle vient de là. Je veux dire, des soirées comme on en a là, avec votre écoute, c'est très rare, hein. C'est franchement très rare. Et je trouve que, je sais pas, je pense depuis hier soir, je pense que ce serait à renouveler régulièrement. Mais pour aussi entendre tout le monde, tu vois, plus. Quand on fait des lectures poétiques, regarde, actuellement la lecture poétique, c'est 10 poètes qui lisent 3 minutes. C'est absurde. C'est absurde. Moi je refuse maintenant. C'est terminé ça. On ne peut rien comprendre. On ne peut rien comprendre. Une œuvre, c'est quelque chose qui se déploie. Il faut qu'il y ait... Enfin, il ne peut pas y avoir un truc... Voilà, ça c'est de l'unique, mais est-ce que dans l'unique de l'œuvre... Alors évidemment, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, on peignait sûrement beaucoup moins d'œuvres que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez, les gens qui disent « tu produis toujours ». Bon, ça, j'ai envie de baffer, là. Mais je suis désolé, ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses qui sortent de tout. Mais c'est le monde qui veut ça. Et moi, je rêve, dans les années qui viennent, de ne faire qu'un tableau par an.
Ça vous fait rire, je sais que ça vous fait rire. Mais c'est pour ça que je fais tous ces tableaux-là, pour en faire qu'un. Ça, c'est vraiment vrai. Ça, je vais réfléchir à ça. Je vais vraiment réfléchir à ça. Merci Sylvain, merci à vous d'être... Irène. Oui. Merci. Merci. Mais je crois qu'il faut qu'on le partage. Enfin, c'est même pas un truc, c'est pas il faut. Moi, je le fais comme ça depuis très longtemps et je voulais me dire d'ailleurs, ce partage, là, j'ai pas tous les bouquins, mais je le fais aussi en ayant la maison d'édition et je le fais avec mes amis. Hein. Je veux dire, Halle Zaidi, elle n'est pas là, mais on a fait un magnifique livre avec Jean de Brenne. Je le partage aussi comme ça. Je l'ai fait avec Arnoldo qui est à côté, avec Sylvie Durbeck. Moi, je l'ai fait moi-même avec Claude Bert dans ces livres-là. Je veux dire que on vient de sortir un livre de Nourit qui s'appelle Que ça. Tu en as sorti un ou pas? Ben, montre-le. Voilà, voilà, ça vient de sortir dans la collection des cahiers du Loup Bleu. Je lui ai un loup qu'elle ne connaît pas, hein. Alors, je ne sais pas, elle va peut-être me fustiger. Ça, c'est Johanna Flatto. Écoutez, ça tombe bien. Ce loup est de Johanna Flatto. C'est pour le livre de Nourit Masson-Séquiné. Johanna Flatto avait 2 ans quand elle était dans le ghetto de Varsovie. On l'a fait sortir du ghetto de Varsovie à l'âge de 2 ans. Dans les ordures. Elle vit toujours, Johanna. C'est une des grandes peintres de ce qu'on appelle l'art singulier. Elle est évidemment assez particulière. Évidemment, vous pouvez imaginer ce qu'elle a vécu. Et je trouve assez formidable, je l'ai mis dans la... C'est pas la 2e fois que j'utilise un loup à elle. Et là, il me semblait que ça avait du sens. Et j'espère, Dorit, que tu en saisis le sens. Voilà, le partage, il se fait aussi comme ça, par le texte, par la poésie, par les chants, les livres, etc. J'en ai encore l'énergie, donc... Je remercie aussi Réa. Réa, je voudrais parler de lui aussi, parce que Réa est poète, et Réa fait un magnifique travail depuis je ne sais pas combien d'années, mais depuis plein d'années, il fait une anthologie poétique, visuelle, hein, enfin auditive. Et il a enregistré, je crois, à peu près 300 poètes, français, pas que français, étrangers, etc. Et c'est en train de constituer une chose, des archives absolument incroyables. Certains sont morts déjà. On avait fait, il y a 2 ans, et j'étais à côté, c'est pour ça que je dis on, avec Jean de Brenne, qui est parti l'année dernière, et c'est cette vidéo, elle est regardée souvent par des amis poètes qui me disent, Patrick Berard, par exemple, m'a dit, Germain, c'est super de voir ce qu'a fait Réa et de te voir à côté de Jean de Brenne qui vient de nous quitter. Tu vois. Donc tu es en train de faire un boulot considérable et bravo. Bachibouzouk.org. Merci à vous.